Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Il est de notoriété publique que le marché de l'art n'est pas un marché à proprement parler réglementé, dans le sens où il n'existe pas une autorité centrale qui dicte sa loi à tout à chacun. Or, il n'y a pas de commerce durable sans confiance ni un minimum de réglementation partagée. Entre la spéculation, certains mécanismes financiers mis en place par les maisons de vente comme les garanties, les contrefaçons, la probité d'une expertise, voire les plagiats, pour certains analystes et professionnels du marché de l'art, il y a urgence et nécessité d'harmoniser les législations, de les appliquer et surtout de fixer des règles de responsabilité pour l'ensemble des acteurs, dont les artistes, concernant notamment la paternité de leurs œuvres. Et ce mois de mai 2023 regorge d'illustrations juridiques qui ne vont pas dans le sens de « fais ce qu'il te plaît », mais plutôt « fais ce que l'interprétation de la réglementation t'autorise in fine ». Alors c'est quoi une réglementation ? Un marché est dit réglementé quand c'est un lieu d'échange dans lequel les négociations obéissent à un certain nombre de règles et dont le respect de ces dites règles est contrôlé par un régulateur. Cette réglementation concerne notamment les conditions d'accès au marché ou l'organisation des transactions. A contrario, un marché est dit de gré à gré quand l'acheteur et le vendeur sont mis en relation directement, soit de leur propre initiative, soit par l'intermédiaire d'un opérateur ou d'un courtier. Les deux parties négocient alors les termes de la transaction. Si ce type de marché est plus souple, il est néanmoins plus risqué. Ainsi, la réglementation est au sens large un ensemble d'indications, de lois, de prescriptions, de règles et règlements et tout autre texte juridique régissant une activité en particulier. Toute réglementation, soit l'ensemble des mesures légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement d'un marché, permet à terme sa régulation, soit le fait d'assurer le fonctionnement correct d'un système complexe. C'est le cas du marché de l'art qui se régule ainsi en continu au gré des règlements et décisions juridiques des différents, créant une jurisprudence à laquelle les professionnels du marché de l'art se réfèrent aux quatre coins de la planète. Durant ce mois de mai, ont été rendues des décisions juridiques qui feront date pour la régulation du marché de l'art. C'est aux États-Unis qu'une application subtile de la réglementation du fair use dans le droit d'auteur, soit l'usage équitable, a donné tort à l'artiste Andy Warhol et à sa fondation. Décryptage. La Cour suprême américaine, il y a une dizaine de jours, a ainsi rendu un jugement très défavorable à Andy Warhol dans un litige sur le droit d'auteur qui portait sur une série de sérigraphies réalisées par Andy Warhol qui était basée sur une photographie du chanteur Prince réalisée antérieurement par une autre artiste photographe, Lynn Goldschmidt, et ce, après qu'un tribunal de district ait statué en faveur de Warhol, fondant sa décision sur le fait que les deux œuvres en question avaient une signification et un message différents. Mais la Cour suprême a statué et feu Andy Warhol aurait enfreint les droits d'auteur de la photographe Lynn Goldschmidt lorsqu'il a créé sa série d'œuvres Prince basée sur sa photographie. Ce n'est pas si simple. En fait, la Cour a rejeté les arguments présentés par l'avocat de la Fondation, selon lequel son travail était suffisamment transformateur pour ne pas soulever de problème de droit d'auteur. Cette décision était très attendue par le monde de l'art qui souhaitait voir comment la Cour suprême allait pouvoir concilier aux États-Unis la liberté d'un artiste de s'inspirer d'œuvres existantes avec les restrictions liées au droit d'auteur. Et le débat a essentiellement porté sur la doctrine du fair use, soit littéralement l'usage équitable en matière de droit d'auteur, doctrine qui permet l'utilisation non autorisée par le premier auteur d'œuvres protégées dans certaines circonstances, soit notamment lorsqu'un sens ou un message nouveau est exprimé dans l'œuvre transformée. Et dans sa décision, la Cour a souligné que les œuvres originales des photographes bénéficiaient aussi d'une protection de droit d'auteur, même face à des artistes célèbres,
et que le fair use ne s'était pas appliqué à l'image créée par Warhol, car utilisée en couverture d'un magazine. C'est donc l'objectif commercial poursuivi par les deux œuvres qui a permis de trancher à la Cour suprême, car elle a affirmé que la photographie de Goldschmidt et la sérigraphie de Warhol avaient été utilisées pour représenter le chanteur Prince dans des articles de magazines et donc partager essentiellement le même objectif. Et ce, même si Warhol avait notamment modifié l'expression du chanteur par rapport à la photographie originale, la Cour déclarant que si le but des œuvres avait été suffisamment distinct, l'issue de l'affaire aurait pu être différente. Et cette décision concernant la nature de l'utilisation d'une image transformée va avoir un impact majeur dans le monde de l'art, rendant plus difficile pour les artistes l'utilisation des œuvres d'autres personnes, même avec des différences significatives. Néanmoins, la Fondation Andy Warhol a déclaré que si elle n'était pas d'accord avec la décision de la Cour suprême, elle tenait néanmoins à se féliciter que la décision de la Cour se limitait à cette seule utilisation dans le magazine et ne remettait pas en question la légalité de la création de la série Prince par Andy Warhol en 1984. Et donc à l'avenir, la défense des droits des artistes à créer des œuvres transformées, dites transformatrices, est en jeu, puisqu'une cour d'appel a estimé qu'un sens ou un message nouveau n'était pas suffisant pour que l'on puisse parler d'usage loyal. Et qu'à l'insu de Lynn Goldschmidt, Andy Warhol a diffusé son œuvre dans un magazine sans aucun crédit d'attribution pour l'auteur de l'image. On est en droit alors de se demander si cette décision pourra limiter la liberté d'expression des artistes à terme. Si la loi sur le droit d'auteur aux États-Unis est conçue pour encourager l'innovation, y compris en s'appuyant parfois sur les réalisations antérieures, et Warhol dans sa série Prince a apporté des modifications substantielles, notamment en recadrant l'image de Goldschmidt, en la redimensionnant, en modifiant l'angle du visage du chanteur, ainsi que les tons et l'éclairage. La Cour suprême aime à rappeler en filigrane aussi que la célébrité n'est pas un ticket pour piétiner les droits d'auteur d'autres artistes, et la fondation Andy Warhol aurait dû payer des droits d'auteur à Madame Goldschmidt. À noter que l'administration Biden a soutenu Lynn Goldschmidt dans cette affaire, cette même administration qui souhaite promouvoir une démarche de responsabilité pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors à terme, les artistes seront-ils de mieux en mieux protégés ? Une tendance se dessine. Durant ce mois de mai, l'artiste allemand Michael Mobius a perçu 120 millions de dollars d'indemnités dans un procès monumental contre des centaines de contrefacteurs étrangers, montant le plus important jamais accordé à un artiste indépendant vivant. Mobius est un artiste connu pour avoir peint des icônes de la culture pop en train de souffler du chewing-gum et a remporté son procès intenté pour violation de droits d'auteur. Et ici, c'était la contrefaçon qui était pointée du doigt, car en 10 ans, l'artiste a été confronté à des centaines de milliers de violations des droits d'auteur de ses œuvres d'art. Et si même lors du procès, certains des défendeurs ont tenté de s'opposer à l'action en justice, en demandant notamment des rejets, la loi est passée interdisant de façon permanente aux sociétés incriminées de vendre d'autres produits sans l'autorisation de Mobius. Et là encore, l'importance historique de ce procès pour la sauvegarde du caractère sacré des œuvres originales fera date, l'artiste Mobius espérant que sa victoire incitera d'autres artistes à défendre vigoureusement leurs droits d'auteur. Utilisons cette minute pratique pour revenir sur ce qu'est le droit d'auteur, droit essentiel mais subtilement interprétable.
Le droit d'auteur est en effet la principale source de protection juridique pour toutes les formes d'œuvres d'art originales. Et bien que ces protections soient inscrites dans les lois européennes ou américaines, l'avènement de l'ère numérique et des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle ou l'expansion des médias sociaux, ont créé de nouveaux défis pour les artistes et le marché de l'art. Aux États-Unis, le droit d'auteur est le moyen le plus important pour protéger les œuvres d'art originales et inciter des artistes à créer de nouvelles œuvres d'art. Mais cet équilibre subtil a toujours été un défi, en particulier dans le monde moderne, de plus en plus en ligne et numérique. L'intersection de la création et du droit d'auteur étant aujourd'hui l'un des domaines les plus débattus et les plus controversés de la propriété intellectuelle. La loi américaine sur le droit d'auteur, Copyright Act, version actuelle de la loi, a été adoptée en 1976 et comme en France, elle vient protéger par le droit d'auteur une œuvre qui doit être originale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas appartenir au domaine public ni manquer d'originalité dans le sens ce qui est nouveau, singulier, voire personnel. En voici quelques exemples. Une esquisse du motif de la fleur de lys utilisée par la monarchie française ne serait pas protégée en soi par le droit d'auteur. Toutefois, si un artiste peint une silhouette originale de Marie-Antoinette sur une toile de fond comportant plusieurs motifs de fleurs de lys, l'œuvre serait protégée parce qu'elle incorpore un dessin artistique original à des motifs standards de la fleur de lys. Mais si un artiste se contente d'ajouter quelques couleurs à un dessin préexistant ou de créer plusieurs versions colorisées d'un même dessin, l'œuvre ne sera pas protégée. En revanche, une œuvre consistant en une image numérique de la Joconde à laquelle on aurait appliqué une couleur de cheveux différente, du vernis à ongles, des vêtements stylisés et ou une peau plus foncée, aurait droit à la protection du droit d'auteur parce que les changements et autres attributs seraient suffisants pour constituer une nouvelle œuvre de l'esprit. Deux autres principes importants aux États-Unis limitent la protégeabilité du droit d'auteur. Le droit d'auteur ne protège aucune idée, procédure, processus, méthode de fonctionnement, concept, principe ou découverte. Par exemple, une action en contrefaçon intentée par un photographe qui avait photographié une mère puma tenant son petit dans sa gueule, perché sur une falaise, contre un artiste qui avait créé une sculpture représentant une scène similaire, a été rejetée parce qu'une telle image d'une maman puma perchée sur un rocher était considérée comme une pose naturelle créée par la nature. Une autre condition fondamentale de la protection est que l'œuvre soit fixée sur un support d'expression tangible, de sorte qu'elle ne soit pas seulement transitoire, comme un château de sable sur une plage. Ainsi, une décision de principe a refusé la protection du droit d'auteur à un jardin de fleurs sauvages à Chicago, parce que le tribunal avait estimé que le jardin était trop éphémère, puisqu'il changeait constamment au fil des saisons. Enfin, à ce jour, les œuvres qui ne sont pas créées par des êtres humains ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Mais avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ce principe fondamental est remis en question. Pour rappel, ailleurs dans le monde, des informaticiens néerlandais, en collaboration avec Microsoft, ont créé en 2016 un nouveau portrait de Rembrandt en utilisant des algorithmes complexes et de nombreuses données provenant de véritables portraits de Rembrandt, ainsi qu'une imprimante 3D pour la texture et la profondeur de la peinture, et le portrait qui en a résulté était d'une authenticité saisissante. En France, c'est un portrait d'Edmond de Bellamy créé par l'intelligence artificielle, programmé par le groupe parisien Oblius, qui a été vendu chez Christie's en octobre 2018 pour plus de 430 000 $. Il était signé d'une section du code de l'algorithme qu'il avait créé. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la capacité des systèmes d'intelligence artificielle générative, tels que le modèle de conversion texte-image Midjourney, repousse les limites de la création du contenu entre l'homme et la machine. Dans le même temps, les développeurs de systèmes d'intelligence artificielle qui créent de nouveaux contenus basés sur des quantités massives de données, comprenant des contenus protégés par les droits d'auteur, risquent de voir leur responsabilité engagée en cas d'utilisation non autorisée de ces contenus.
Le fair use, soit l'usage équitable du droit d'auteur, a été mentionné pour la première fois par la Cour suprême aux États-Unis dans une affaire déterminante de 1994. La Cour suggérant que la nature transformative d'une œuvre, soit quand la nouvelle œuvre ajoute quelque chose de nouveau avec un autre objectif ou un caractère différent, en modifiant la première œuvre par une nouvelle expression, une nouvelle signification ou un nouveau message, était un concept utile pour évaluer le facteur d'usage loyal. Et l'affaire Warhol Foundation contre Goldschmidt est une parfaite illustration de l'interprétation de cet usage équitable qui permet à de nouvelles œuvres d'art de s'appuyer librement mais sous condition sur des œuvres préexistantes protégées par le droit d'auteur. Mais alors, quelle protection existe pour les propriétaires d'œuvres d'art ? Je voudrais ici rappeler, toutes choses égales par ailleurs, que pour exercer le métier d'art advisor, soit conseiller en acquisition d'œuvres d'art, il existe des prérequis, comme notamment des compétences en droit, en fiscalité, une très bonne connaissance du marché de l'art et la capacité à trouver des œuvres et à suivre des artistes contemporains, comme à expliquer une valeur, mais surtout le respect d'une éthique reposant sur une réelle intégrité. Ce mois de mai l'a ainsi rappelé très fermement à une conseillère en art new-yorkaise très réputée, Lisa Schiff, qui dirige SFA Advisory à New York, suite à une accusation de fraude par 2 anciens clients et à la fermeture de ses bureaux de New York et de Cromer Place à Londres. Mais pour quelle raison ? Principalement pour ne pas avoir remis à ses propriétaires le produit de la vente d'un tableau dont elle était l'intermédiaire et qui leur était dû. En effet, il semblerait que Lisa Schiff doive 1,8 million de dollars à ses clients dans le cadre de la cession d'un tableau d'Adrian Gheni, et selon la plainte qu'ils ont déposée devant la Cour suprême de l'État de New York le 11 mai dernier, des accusations de rupture de contrat, de fraude et de conspiration sont énoncées entre autres. Selon cette plainte, les propriétaires ont convenu de vendre l'œuvre pour 2,5 millions de dollars et de se partager le produit de la vente après la commission de 10% de l'Art Advisor, soit 250 000 dollars. La transaction a bien été réalisée par l'intermédiaire de Sotheby's à Hong Kong et l'œuvre a été livrée au siège de la maison de vente aux enchères à New York en décembre 2022. Si les propriétaires affirment qu'ils ont reçu chacun un premier versement, ils étaient censés recevoir le solde à la fin du mois de mars dernier et ils ont intenté une action en justice la semaine dernière alors qu'ils n'avaient toujours pas reçu les fonds au début du mois de mai. La maison Sotheby's n'ayant pas souhaité faire de commentaires à ce jour. Décryptage. Si Lisa Schiff a effectivement servi d'intermédiaire lors de la vente qui a été réalisée par Sotheby's à Hong Kong et qu'à la mi-janvier 2023, la conseillère avait envoyé effectivement une première somme et perçu ses propres honoraires de 10% en promettant de distribuer le solde aux collectionneurs d'ici le 26 mars, à l'approche de cette date, invoquant un retard de paiement de la part des acheteurs de Hong Kong, Lisa Schiff a demandé une prolongation de 30 jours qui lui a été accordée. Mais début du mois de mai, Lisa Schiff, une fois encore sollicitée, a avoué qu'elle n'avait pas l'argent qu'elle devait et a suggéré aux propriétaires de faire appel à un avocat. Le monde de l'art s'interroge alors sur cette ancienne art advisor qui a travaillé notamment avec Leonardo DiCaprio. Était-elle à la tête d'une chaîne de Ponzi ? C'est en tout cas le motif invoqué dans la plainte déposée le 11 mai dernier auprès de la Cour suprême de New York. Cette chaîne ou pyramide de Ponzi étant un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer des investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par de nouveaux entrants. Or, ce défaut de règlement aurait été observé dans plus d'une douzaine de ventes au cours des 18 derniers mois, une grande partie des sommes versées à Madame Schiff n'ayant jamais été utilisées pour l'achat de nouvelles œuvres d'art, et ce pour au moins 7 clients. L'accusée se défend en affirmant qu'elle était dans une période financièrement incroyablement difficile, qu'elle était endettée et n'était tout simplement pas en mesure d'honorer ses obligations.
Mais Madame Levin, membre du conseil d'administration de l'Association of Professional Art Advisors, APA, souligne que s'il n'y a pas une seule bonne façon d'exercer une activité de conseil en art, il est toutefois nécessaire de respecter des règles éthiques strictes pour ses membres afin d'éviter de telles pratiques. Lisa Shift et son entreprise SFA Advisory sont finalement accusés de rupture de contrat, de fraude, de manquement à l'obligation fiduciaire et de conspiration. Car une fois la vente au propriétaire plaignant conclue, l'œuvre d'art de Guénin n'a été livrée à aucun des plaignants, individuellement bien évidemment, mais au contraire par l'intermédiaire de Lisa Shift, l'œuvre qui était censée être envoyée dans l'entrepôt d'un des propriétaires a été envoyée à l'entrepôt de Maquette Fine Arts dans le Delaware, et selon les informations, l'œuvre d'art aurait été placée dans une unité de stockage au nom d'un propriétaire, mais c'est Lisa Shift qui contrôlait au quotidien cette unité de stockage et ce qu'elle contenait. Par ailleurs, la plainte a indiqué clairement que Shift contrôlait le produit de la revente, qu'elle n'a pas totalement distribué et qu'elle a exercé un contrôle sur l'œuvre d'art, interférant ainsi gravement avec les droits supérieurs de ses propriétaires. Affaire à suivre. Durant ce mois de mai 2023, on a assisté aussi à plus de transparence dans le marché de l'art, notamment avec le procès concernant une peinture d'Anna Weyant, elle aussi détenue en copropriété. Le litige a été intenté par un collectionneur anonyme, mais représenté par l'éminent avocat d'art Aaron Golub à New York, et a été porté contre le collectionneur André Sakai, qui opère sous les noms d'Aiden Fan Art ou de The Art Collection. La plainte alléguant que bien que l'achat a été divisé en 3 parties, le produit de la vente, qui a suivi quelques mois plus tard, n'a pris qu'une seule direction, celle du portefeuille de M. Sakai. Et cette situation soulève d'importantes questions quant à la nécessité pour le marché de l'art de reconsidérer la complexité de certaines transactions. En effet, au cœur de l'argumentation du plaignant se trouve le niveau de transparence existant entre les parties. La plainte décrit comment les défendeurs ont omis ou ont refusé de fournir une comptabilité pleine et entière aux propriétaires de l'œuvre. Par ailleurs, le fait que les sociétés concernées soient dirigées par la même personne, André Sakai, dont le père, Eddie Sakai, a été emprisonné pour avoir vendu de fausses œuvres d'art, renforce le sentiment de l'existence de réseaux de plus en plus mafieux. Si la multiplicité des propriétaires d'œuvres d'art et l'imbrication de structures différentes n'ont rien de nouveau ni d'illégal, il existe néanmoins des précédents d'affaires criminelles. Pour rappel, la publication des Pandora Papers par le Consortium international des journalistes d'investigation l'année dernière a révélé que plus de 1600 œuvres d'art étaient échangées par l'intermédiaire de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Alors quoi de neuf à l'horizon ? Le fait que les gouvernements s'intéressent de plus en plus à l'utilisation de sociétés écrans et au manque de transparence dans l'acquisition d'œuvres d'art. Et aux États-Unis, le propriétaire d'une œuvre d'art doit désormais être déclaré à un registre du Trésor qui n'est pas accessible au public, mais qui peut être consulté par les autorités chargées de l'application de la loi, d'où l'utilisation de plus en plus fréquente d'intermédiaires, voire de sociétés écrans. Et le Royaume-Uni et l'Union européenne auraient des exigences similaires. Alors vous l'aurez compris, si en ce mois de mai, le marché de l'art ne fait plus ce qui lui plaît, les dernières décisions juridiques, et notamment les actions en justice contre des violations du droit d'auteur, ont créé des précédents sur la manière dont les artistes peuvent utiliser le travail d'autrui ou riposter lorsque leurs propres droits d'auteur sont violés. Si les gouvernements sont de plus en plus conscients des risques liés à l'utilisation de sociétés écrans et d'autres transactions complexes pour le commerce de l'art, le procès concernant le tableau d'Anna Weyant, qui appartenait à plusieurs collectionneurs et impliquait plusieurs sociétés, a mis en lumière les risques réels quand la complexité et l'opacité font leur loi. Ces procès vont tous dans le même sens, celui d'une plus grande régulation dans un marché de l'art toujours opaque.
Et si avec l'intelligence artificielle et donc l'apport de la science, on est capable aujourd'hui de renforcer l'arsenal de la preuve pour les acquéreurs notamment, la révolution numérique étant pour beaucoup dans cet apport au service de la vérité, de l'authenticité et de l'origine des œuvres, toute recherche de vérité historique, stylistique, technique ou scientifique vient nourrir la confiance, véritable pierre angulaire des marchés non réglementés en général et du marché de l'art en particulier. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 5 de la saison 4, le marché de l'art réglementé ou régulé. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment te le dire, stay tuned.